d'aucuns rapporteraient d'étranges événements ce même soir d'hiver. Les aboiements fous des chiens, comme s'il y avait eu du tonnerre, et le timbre du rossignol, dont on n'avait jamais entendu si à l'ouest le chant et les gazouillis. L'enfant d'une famille de gitans, qui habitait une caravane au bord de mer, jura avoir vu le Pouka s'approcher d'elle par la fenêtre, montrant du doigt une hachette. Dara, un jeune homme aux cheveux en épis et enduits de gel, rayonne quand il entend le loquet de la porte et se dit « Enfin un client !» Avec ses putains de lois sur l'alcool au volant, les affaires languissent. Les maris et vieux garçons du pays se seraient bien envoyés 2 pintes, mais ils avaient trop peur du risque avec les gardes qui observaient chacun de leurs gorgeons, les privant des joies simples de la vie. « Le monsieur du soir !» dit-il quand il ouvre la porte, pointe la tête dehors et fait une remarque sur le temps de cochon, puis les 2 hommes, en une sorte de camaraderie naissante, s'emplissent virilement les poumons. Dara a eu le sentiment de devoir s'agenouiller quand il a examiné plus attentivement le personnage. Tel un saint avec sa barbe blanche, sa chevelure blanche. Il portait des gants blancs, qu'il retira lentement, doigt après doigt, et regarda alentour d'un air gêné, comme s'il était observé. Il fut invité à s'asseoir sur le bon fauteuil de cuir au coin du feu, et Dara y jeta un tas de briquettes, ainsi qu'une pincée de sucre pour qu'il flambe, et lui servit un verre. C'était le moins qu'il pût faire pour un étranger. Ce dernier était venu se renseigner sur les logements. Et Dara a dit qu'il allait faire travailler ses méninges. Il a essayé Diarmuid, puis Grain, pas de réponse. Il passe 3 autres coups de fil, mais tombe sur un répondeur priant sèchement les gens qui appellent de ne pas laisser de message. Puis, il s'est rappelé Fifi, un peu imprévisible depuis son séjour en Australie. Mais elle n'était pas chez elle, probablement, a-t-il dit, en séance de méditation ou de chant, une junkie New Age, branchée prana et karma, ce genre de truc. Sa dernière chance, c'est le Country House Hotel, même s'il savait qu'il était fermé et que mari et femme devaient partir faire du trekking en Inde. Il est tombé sur Iseult, la femme. Hors de question! Hors de question! Mais il la caresse dans le sens du poil et elle fléchit. Une nuit. Rien qu'une nuit. Un jeune entre dans le café et reste bouche bée devant l'étrange personnage à lunettes noires avant de partir d'un grand éclat de rire. Puis une des sœurs, McGivan, a débarqué et a essayé d'engager la conversation, mais il était perdu dans son monde, ruminant ses pensées et marmonnant dans sa barbe dans une autre langue. Puis il s'est détendu, a laissé son manteau glisser de ses épaules et a dit qu'il voyageait depuis des jours, mais n'a pas dit d'où il venait. Dara a versé un autre verre en se montrant plus généreux cette fois, et il a dit qu'il pouvait mettre son nom sur l'ardoise en comptant sur ses visites régulières. « C'est un honneur de vous accueillir, monsieur. » Et il laissa l'homme fatigué à ses méditations, tout en écrivant dans son livret la date et les 2 brandis. Le visiteur a dit que dans son coin du monde, on faisait le brandy avec des prunes et des quetches, et que le rakija, comme on l'appelait, avoisinait au moins les 40 degrés. Il était obligatoire, au baptême, au mariage et sur la tombe des guerriers. Obligatoire. Dara apprécia la plénitude du mot dans la bouche. « Et c'est où votre coin du monde ?» se hasarda-t-il à demander. « Monténégro. »
Dara avait quitté son comptoir, estomaqué, dira-t-il plus tard, par la sagacité de cet homme. Ses connaissances, une véritable université ambulante. C'est une femme qui m'a conduit ici, reprit l'homme avec un soupçon de malice, racontant comment, une nuit au monastère, lui était apparue avec un visage pâle et les joues ruisselant de larmes, une femme qui lui dit « Je suis d'Irlande », et il l'implora de s'y rendre. Dara, fort de ses quelques notions d'histoire, dit que la femme en pleurs était bien connue et qu'elle était dans tous les cahiers d'enfants, qu'elle s'appelait Essling, qui veut dire rêve. Puis l'inconnu lui tendit sa carte de visite avec le nom Docteur Vladimir Dragan, en lettres noires, suivi de toute une série de diplômes. Puis il lut guérisseur et sexothérapeute. Mais je suis connu sous le nom de Vuk, dit l'homme avec un sourire timide. Vuk était un nom courant pour les fils de sa patrie, à cause de la légende qui s'y attachait, celle d'une femme qui avait perdu successivement plusieurs enfants en bas âge et avait décidé d'appeler son nouveau-né Vuk, loup. Parce que les sorcières qui mangent les bébés auraient trop peur d'affronter l'enfant loup. Quelques nuits plus tard, le docteur Vlad va nager dans sa crique secrète, comme il se l'était promis pour se laver des provocations du jour. Puis il s'allonge sur la rive et s'enfonce dans le sommeil qui débrouille les chevaux de... Puis il dort à point fermé. Bientôt il rêve du bon vieux temps, le gâteau de polenta de sa mère, les rivières vers banquises qui sortent des gorges en rugissant, les enfants dans les bois, leurs voix qui s'appellent, les chanterelles qu'il bridait et engloutissait. Soudain, dans le rêve, il voit son vieil ami K. Pas dans son habituelle veste de tweed avec ses coudières en cuir, mais tout en noir, altéré par la mort. K qui baragouine, et lui qui était maître autrefois, le voilà anxieux. « Je suis foutu », dit-il. Mais ces mots sont aussi coincés dans le rêve. Ce siège, commence K, a brisé bien des cœurs, mais pas le nôtre, dans notre forteresse des collines. On pouvait entendre la pétarade incessante des mortiers et des tirs de sniper, éliminant la lie de la cité. 1425 jours et nuits. L'esprit humain est indomptable. Tels étaient les sentiments des étrangers qui ne pouvaient néanmoins imaginer le carnage, les corps en putréfaction, les ordures qui pourrissaient, les chiens perdus qui écumaient et une poignée de fidèles qui se glissaient dans les allées pour récupérer du pain. Depuis, ils avaient organisé une célébration, une façon de se souvenir. Les petites chaises rouges dressées dans notre ville chérie, ton joyau comme tu l'appelais. Oui, 11 541 chaises rouges pour commémorer ceux qui sont tombés. On dit que les touristes ne se sont mis à pleurer qu'en arrivant aux 643 petites chaises rouges des enfants morts. Oui, les vivants, les mutilés, les scarifiés, avec la responsabilité folle de tout se rappeler, tout. Le soir, où on nous a parlé du massacre du marché, nous avons porté un toast, beaucoup de toasts. Pas de chant sans souffrance, comme tu dis. Quelle vision macabre ce dut être en bas, totalement surréelle. Membres, bras, tête, torse au milieu des patates, des choux, des oignons. Les serveuses ont été conviées à boire avec nous. Elles avaient le béguin pour toi avec ton épaisse crinière noire et brillante et ta voix si grave, si sonore. Elles écrivaient des billets doux sur ta serviette et tu tirais les nattes de ta favorite, Helga.
Un autre incident qui a retenu l'attention du monde, c'est cette fillette de 12 ans à bicyclette, insouciante, qu'un obus a frappé et bientôt le sang s'est répandu, leitmotiv de pétales de rose rouge sur la neige jaunâtre décolorée. Oui, cela a retenu l'attention du monde extérieur, et des intellectuels étrangers se sont regroupés pour monter, en attendant Godot, histoire de redonner le moral à la population. Cela t'a contrarié, frustré de ton fracas. Après tout, c'était toi le commandant, le chef suprême, le cerveau auquel les diplomates et gros bonnets en appelaient, qu'ils imploraient de lever le siège. Comme tu les as emberlificotés avec ton charme et tes procrastinations et parfois tes coups de sang. Tu protestais que tu étais prêt à négocier, tout en réclamant aussi les droits de l'homme, en te plaçant, toi et les tiens, dans le rôle de la victime. Nous sommes des souris dans les mâchoires de chat qui joue. Au début, ces dignitaires avaient toujours droit à une leçon d'histoire. Notre race trompée, et ce depuis la bataille du Kosovo en 1389. Questionné sur les atrocités, tu avais toujours une réponse. Soit elles n'avaient jamais eu lieu, soit c'était une invention de l'ennemi. Et s'agissant des cadavres sur la place, tu assurais que c'étaient des mannequins que l'ennemi avait disposés là pour abuser le monde. Tu as même dit « J'ai horreur de la guerre ». Et peut-être y avait-il un grain de vérité là-dedans. Tu promettais la terre sans le penser. Tu promettais que le siège serait levé, que les tirs d'obus cesseraient, que les convois de vivres et d'aide pourraient entrer. Sauf que rien de tout cela n'arriva. Ce n'était que mensonges. Mais les mensonges peuvent être tout aussi convaincants et plaisants que la vérité dans les temps désespérés. Et ces diplomates et gros bonnets se retiraient modérément, rassurés et en tout cas toujours pressés de rejoindre l'aéroport, de crainte que tu n'aies déjà ordonné de le pilonner. À cette même époque, tu as arrêté d'écrire. Ça tombait sous le sens. Avec tout ce qu'il se passait, tu n'avais pas le temps de réfléchir, et peut-être aucune envie. Comme je dis, j'ai lu davantage durant le siège. J'ai relu Hamlet et j'ai pensé qu'il a beau protester qu'il aime Ophélie plus que 40 000 frères, il était, lui aussi, un spécialiste du macabre. Les choses ont commencé à devenir moins solides en ville, ce qui veut dire qu'il y avait moins de cadavres. Tu délirais, tu fulminais, ton utopie. Cette ville diamant enveloppée dans les collines commençait à échapper à ton étreinte. Tout le monde te trahissait. Le monde entier était contre toi. Et tu t'es résolu à une conquête plus grande encore. Il y avait d'autres territoires à prendre. La purification ethnique devait se faire, même si, à la fin, tu devais régner sur un pays de spectres. Tu as bien dû penser à Shakespeare, cette marée dans les affaires humaines, mais tu dominais les doutes que tu pouvais avoir. Ainsi est arrivée l'aubaine suivante, Srebrenica, une folie meurtrière, 8000 Bosniaques qu'on fait monter dans des bus en garantissant leur sécurité, qu'on emmène et qu'on parque dans un grand emporium de béton où, dit-on, la tuerie a commencé après la tombée du jour. On a dit que les tireurs étaient tellement fatigués de tuer qu'ils ont demandé des chaises et qu'on leur a apporté des chaises. Puis des remplaçants ont continué la macabre besogne 4 jours, 4 nuits. Ces cris, ces hurlements, ces expirations, l'apothéose du bain de sang et les gémissements de charogne demandant à être enterrés. Quant au corps, ça regardait les ingénieurs, d'où les millions de tombes secrètes qui jonchent notre pays. Une nuit chaude,
et tant de sang versé dans un laps de temps aussi court. Je ne l'imaginais pas et je ne voulais pas. Mais avec le temps, ça m'est retombé dessus. Souillé par la mort, la puanteur du sang dans la bouche et surtout sur le palais, pas moyen d'y échapper. La folie semblait avoir payé, mais, comme cela arrive au fil des âges, nos fortunes ont commencé à décliner. Nous avons perdu des pans entiers de terre à l'est, et très vite notre ennemi est devenu aussi assoiffé de sang que nous. Il avait tiré les leçons, disait-on, de notre boucherie. Bientôt les diplomates et les huiles n'ont plus été aussi crédules, et on s'est même mis à chuchoter chez nous que tu étais allé trop loin, et que peut-être tu t'étais surpassé parce que, pour toi, assez n'était jamais assez. La morosité s'est installée dans notre forteresse. Toi en manche de chemise, faisant les 100 pas, criant, sentant la trahison de tous côtés et te justifiant, comme toute la galerie des monstres fous qui t'ont précédé dans l'histoire. Puis d'autres fois tu t'asseyais comme un enfant lésé, silencieux, te rongeant les ongles jusqu'au sang. C'est moi qui étais chargé de parler avec toi. Pourquoi pas? Après tout, entre nous il y avait ce serment. Nous étions frères, les meilleurs amis dans notre jeunesse et à l'université, un peu concurrents dans notre vénération pour William Shakespeare. Nous adorions Goethe et Musil, mais Shakespeare était Dieu. On t'avait baptisé l'élève Torless à cause des deux aspects terriblement contrastés de ton caractère. L'un sain et raisonnable, l'autre si noir, si vengeur. Nous aimions notre pays et nous jurions de le laisser en meilleur état qu'à notre naissance. Mais la poésie avant toute chose. C'est dans la montagne où nous allions bachoter que c'est arrivé. Un soir, tu m'as appelé dehors dans la neige, et avec ton petit canif nacré, tu as entaillé nos doigts et nous avons échangé notre sang. À compter de cet instant, frères de sang, gardiens de l'âme et de la conscience l'un de l'autre, c'est ce que tu as dit. Tu as dit autre chose que je n'oublierai jamais. Tu as dit qu'on était comme des alpinistes encordés et que si l'un lâchait la corde, l'autre tombait dans l'abysse. Voilà ce que tu as dit. Et donc, alors que les choses se dégradaient dans notre tanière, j'ai commencé à te parler comme au bon vieux temps. Tu m'as regardé et j'ai tremblé parce que je savais que pour toi, à cet instant, ma mort était aussi nécessaire et absurde que toutes les autres morts survenues auparavant. Tu devais laisser filer la corde. Le temps passant, ma nausée n'a fait qu'empirer. Cet entrepôt avec ses 7000 hommes en âge de se reproduire me revenait sans cesse à l'esprit, avec le leitmotiv des éclaboussures de roses sur la place. Je commençais à me dire que je respirerais mieux mort que vivant. Vois-tu, nous étions tous de plus en plus délabrés dans notre bastion. Je voudrais m'attarder un instant sur ma mort. Ce n'est pas la peur de toi. On a aussi prétendu que j'étais ivre, que je me suis brûlé la cervelle, mais n'étions-nous pas souvent ivres, par déférence envers le montagnard du Kremlin? Tu n'as jamais écrit le livre que tu espérais écrire. Quel livre ce serait? Car toi seul connaissais toute l'histoire. Quel livre c'eût été? Ta chère Sarajevo, avec ses 11 541 chaises rouges, vides, dont les petites pour les enfants. Bonne nuit, mon ami, mon frère, et viva Sarajevo.
Il s'éveille, prêt à nier, à réfuter, à attaquer, mais ils sont tous partis. Et à leur place, il y a un grand chien noir qui passe sa langue sur son front, de grandes léchouilles, et comme il s'apprête à le frapper, lui aussi disparaît, s'évanouit dans les ombres. Puis il ouvre les yeux sur une nuit d'un calme infini, parsemée d'étoiles, baignée d'or. Le club du livre était dans sa 2e année et Fidelma avait dernièrement été nommée présidente. C'était une pièce au rez-de-chaussée, à mi-hauteur de la rue, un ancien café qui avait fait faillite. La poignée de fidèles était là et quelques visages nouveaux, avec la famille de Trublion qui, pour une raison ou pour une autre, avait été baptisée les Nobler. Il y avait le père, aveugle, avec son berger allemand, sa râleuse de femme, plusieurs filles en bas âge et des fils vagabonds. Et ils détestaient les livres et ne venaient que pour faire du raffut. Ils apportaient toujours des rafraîchissements, des chips, des mignonnettes de gin ou de vodka, avec des canettes d'eau tonique et un généreux sac de sable. Fidelma eut la surprise de voir le docteur Vlad entrer et se tenir au mur du fond. Et soudain, la salle fut pleine de lui. Comme d'habitude, la soirée commença par une brève lecture, histoire de leur rafraîchir l'esprit. Fidelma demanda à Bridget si elle voulait bien lire, et, de son fauteuil roulant, dans ses vieux habits déchirés et ses bottes de suède verte, elle lut le chapitre intitulé « Didon » dans le chant 4 de l'Énéide, avec le calme et la cérémonie qui s'imposait. Troupeaux, oiseaux de toutes couleurs, habitants des grands lacs limpides ou des landes broussailleuses, tous dormaient sous le couvert de la nuit silencieuse. Mais non la Phénicienne, à l'âme infortunée. Ces tourments ne font que redoubler, l'amour ressurgit et fait rage. Putain! Fut le premier mot qui jaillit, suivi d'un chapelet de putain qui donnèrent le ton à l'invective qui allait suivre. Qu'est-ce que ça me fait chier! Rien à voir avec nos vies. Exactement, Moira. Il y a des gens sans foyer, des mères célibataires. Ouais, les gens pointent. Les salauds du gouvernement nous baisent et on nous demande de nous apitoyer sur le sort de Didon. Elle devrait passer une petite annonce dans le Lettrim Echo. Perdu à Lettrim. Et les gars, ils lui mettront un polichinelle au placard. Sur ce, la plus effrontée des sœurs Nobler, en robe courte et barésie, s'est juchée sur le tabouret pour singer Didon, se levant de son lit safran, s'aspergeant de l'eau de la rivière, versant du vin entre les cornes d'une génisse blanche et s'adressant aux entrailles d'un mouton abattu pour trouver une réponse à son amour tourmenté. Elle est pathétique. « Vous en êtes bien sûr ?» demanda Mona, furieuse. « Foutrement, oui !» Et ses sentiments firent écho chez les plus jeunes, qui trouvaient l'histoire trop archaïque, sans rapport avec l'homme moderne. Didon n'était pas un modèle de rôle, et de toute façon, l'amour avait passé sa date de péremption. « Pas pour moi, mon pote !» cria Fifi. « Je suis la plus âgée dans cette pièce, » fit alors Bridget, se levant de son siège comme une impératrice loqueteuse. Elle regarda autour d'elle, puis dit résolument « L'amour est tout,
L'amour est sacré. L'amour est votre dernière chance. La mémé en plein trip. Une branleuse. Les sarcasmes fusèrent, mais sans se démonter, Bridget regarda ses assaillants et dit « Parce que vous ne l'avez jamais éprouvé. Vous n'avez pas le droit de vous en moquer. » Phoebe, qui tricotait, comme toujours dans les réunions, posa un moment ses aiguilles. « Je suis une petite enfant. Je rentre de l'école sous la pluie. Je suis trempée comme une soupe. Mon père conduit le bétail au champ, il m'aperçoit, entre et dit « Retire tes vêtements, mets le manteau de ta mère » et il allume un feu, me prépare un sandwich au beurre et au sucre avant de rejoindre le bétail. Si c'est pas de l'amour, c'est quoi? C'était trop pour les noblères, qui se levèrent en masse et sortirent, le chien tirant comme s'il avait encore quelque chose à flairer dans la pièce. La discussion tournant au vinaigre, Fidelma, sentant qu'elle devait remettre un peu d'ordre dans la soirée, demanda ce qu'il pensait du personnage d'Aîné. « Aîné le vrai !» lâcha une voix méprisante. « Aîné le rat !» Et il fut autrement accablé de ridicule que la pauvre Didon. Dans la vague d'agitation et d'invective, il s'en dit des choses sottes et absurdes au nom de l'amour. Un jeune étudiant qui prenait des notes se tourna vers Fidelma et, bien que très timide, lui demanda si elle pouvait lui donner une définition de l'amour. Elle hésita, tout en sachant qu'il lui incombait de fournir une sorte de réponse. C'est un sentiment, au-delà des mots, pour une autre personne, mais aussi quelque chose de plus grand. En amour, vous savez que vous êtes vivant. Chaque nerf en vous prend vie. Diarmuid, le maître d'école, se leva pénétré de mépris, le regard étincelant, déclarant que, sans vouloir insister outre mesure, leur club du livre n'était plus l'acmé de la culture. Mais que pouvait-il attendre de quelqu'un qui avait la mentalité d'une Emma Bovary, passée du tabouret de traite au salon littéraire? À la surprise générale, le docteur Vlad prit la parole et avança vers le centre. Déférant, il demanda alors à Fidelma la permission de dire quelques mots. Il commença par expliquer qu'il comprenait pourquoi quelques lecteurs étaient déçus par Didon, son auto-immolation, sa négativité, mais il leur suggéra de réfléchir un peu plus à l'histoire et de la situer dans son contexte historique. Didon, leur rappela-t-il, était jeune quand elle était devenue veuve, et qu'un frère avaricieux avait empoisonné son mari. Par la suite, elle avait été chassée des terres de Tyr et avait dû se frayer un chemin jusqu'à Carthage. Là, utilisant les morceaux déchirés d'un cuir de taureau, elle se procura un territoire et le délimita. Elle entraîna des armées, bâtit des murs et des défenses, créa des gouvernements et donna des ordres aux hommes. C'est la femme en elle qui donna refuge à Énée et aux Troyens. Et saurait-on la blâmer d'avoir été consumée par la flamme de l'amour et d'y avoir vu en toute gravité une sorte de mariage? Son crime supplémentaire avait été de s'éprendre d'un étranger. Quand Énée l'abandonna afin de poursuivre sa quête d'une patrie, elle ne l'avait pas seulement perdue, elle avait aussi perdu l'admiration des Carthaginois. « Pitié de ma maison qui s'écroule » furent parmi ses derniers mots fatidiques. En l'accablant, suggéra-t-il, peut-être avait-il été trop hâtif, et cet amour était autrement plus lourd de conséquences qu'il ne l'avait cru. Il leur rappela que, quand Achille, le héros troyen, vivait parmi les femmes, il avait pris un autre nom, en raison de la douce influence de l'amour féminin.
On pouvait entendre une aiguille tomber. Ceux qui avaient dédaigné Didon lui trouvaient maintenant du mérite, et une partie des femmes perçurent dans son discours un compliment oblique à Fidelma. À sa grande surprise, il resta le temps qu'elle remette de l'ordre et l'aida à ramasser les photocopies de Virgile abandonnées par terre. « Pourquoi tant d'hostilité » demanda-t-il. « Oh, c'est comme ça par ici. Mensonge, hypocrisie, aigreur, on ne se fait pas confiance. On déprime, on blâme le temps. On réserve un séjour dans quelque pays ensoleillé. On revient. Ce n'est pas le temps, c'est nous. La littérature ne suffit donc pas? Je voudrais tant. Mais non, des fois j'ai l'impression de suffoquer. Suffoquer. Il la considéra un bon moment, puis se plaça devant elle qui se tordait les mains, alors qu'une couleur rose montait par ondulation du V de son encolure jusqu'au cou et au visage. Au risque d'être trop brutal, Mrs. McBride, il me semble que ce que vous désirez, c'est un amant. Exact, fit-elle surprise de sa hardiesse, l'imputant à cette soirée chaotique. Juste à côté de l'école, au sommet de la ville, une branche de forsythia, la première de la saison, dépassait le mur et il en cassa un brin. Quel était le nom d'Achille quand il vivait parmi les femmes? Demanda-t-elle. On ne sait pas. Il faudra y réfléchir, dit-il, et il glissa le forsythia dans le peigne qui retenait ses cheveux sur le côté. Quelque temps plus tard, sud de Londres. Un cul-de-sac sous le pont routier avec le boum-boum constant du trafic au-dessus. Il était mal éclairé avec des bâtiments délabrés de part et d'autre. Un mur isolant de la route principale. Ce mur était un symbole de contestation, chaque centimètre couvert de graffitis, rouge, bleu, blanc, jaune, violet, indigo, magenta, un tableau de hurlements d'indignation. Il y avait là quelques désœuvrés, debout, accroupis, ne demandant rien, ne cherchant rien, ni menaçant, ni quémandant, juste là, comme ramassés et absorbés dans le cœur palpitant de la ville en vertu de quelque édit souverain. Ça s'appelait le centre, et les gens de partout venaient demander conseil, puis, une fois tous les 15 jours, se rassemblaient pour partager les histoires de leur vie brisée. Quand Maria arriva avec son amie Lupa, il n'était plus temps de bavarder, et elles montèrent à la hâte les escaliers de pierre pour rejoindre la petite salle. Elle était presque pleine. Des personnes, de simples numéros sur un papier ou sur l'ordinateur, les traqués, les hantés, les violés, les vaincus, les mutilés, les bannis, les épaves du monde, incapables de rentrer chez eux, ou que ce soit chez eux. Fidelma est près d'une petite table. Varia, qui dirige le service, les accueille en appelant certains par leur nom. C'est une grande femme bien bâtie, avec des cheveux courts, striés de diverses couleurs éclatantes, des yeux doux, couleur de miel foncé, et les bras toujours ouverts au monde. Elle dirige un centre de charité dans les bureaux voisins, et comme tous dans cette salle, elle est réfugiée. Mais ainsi qu'elle ne cesse de le leur rappeler, elle est une survivante, et il est du devoir des survivants d'aider les autres. Elle a connu le siège de Sarajevo, comme sa vieille mère.
avec tout ce que cela impliquait de peur, de faim et de privation, et pourtant elle le dit avec une certaine ironie. Il fut un temps où Sarajevo passait pour le problème numéro 1 du monde, mais ce temps était révolu. Elle a ouvert ce refuge pour leur donner un havre où ils puissent venir à toute heure du jour, s'asseoir et ruminer, admettre leur mal du pays. Le jeudi, elle encourage les histoires. Que tous sachent au moins quelque chose les uns des autres. Qui a des enfants et qui a dû les laisser dans un pays lointain. Qui est en règle et qui ne l'est pas. Elle sait bien que, en racontant leurs histoires, certains disent l'exact contraire de ce qu'ils ressentent. Les uns mentent, d'autres la bouclent, mais le simple fait d'être là, pense-t-elle, peut induire de petits changements à l'intérieur et faire en sorte qu'ils se sentent un peu moins seuls. La semaine dernière, c'était au tour de Maria. Cette semaine, c'est Lupa qui est invitée à parler. Et après que celle-ci eut fini, et comme toujours, à chaque histoire, il y a un silence, par respect pour ce qui a été dit. Puis ce fut le tour de Nahir, mais il renâclait. Il commença par rire. Courtot, il était coiffé en brosse avec des yeux encapuchonnés derrière des paupières lourdes et cireuses. Son hésitation avait quelque chose de troublant, comme s'il pouvait juste sortir de ce calme normal et exploser. Varia le présenta, dit qu'il était de Bosnie et avait été emmené dans un centre d'accueil, comme on dit dans le jargon officiel, mais en fait c'était une usine à tuer. Les diverses usines à tuer portaient des noms innocents, la chambre rouge, la chambre blanche, le hangar, et ainsi de suite. Les noms mêmes démentant la boucherie en cours. Au seul nom de la Bosnie, Fidelma se gela et voulut partir, mais quelque chose, sa timidité peut-être, la retint. Posément, il commença. Moi, je dis, la guerre, c'est une loterie. Tu peux remercier ta bonne étoile si t'es ici. J'étais très sérieux, et maintenant je lis des vieux bouquins de cow-boys. Beaucoup de rigolades sans raison. Si on me lance des pierres, je réponds pas, je ris. Je suis le foot de mon pays, même si je ne vis plus là-bas. J'habite à Dagenham et mon amie, elle habite à Oxford et on se voit une fois par mois. Raconte ce qui est arrivé. Dit doucement Varia, et à son invitation, il se lève incertain comme pour demander soit qu'on le plaigne, soit qu'on le cloue au pilori. Un matin, à l'aube, les soldats sont venus et ont enfoncé les portes de la rue, une par une. Mon frère et moi, on a tous les deux été appelés. Notre mère sort de la chambre et nous accompagne jusqu'au petit portail. Vous reviendrez, da, je fais pour nous deux, ça veut dire oui, oui. Elle donne à mon frère la clé de la maison parce qu'elle sait qu'on va l'emmener, elle aussi, que tout le village sera nettoyé. La dernière chose que je vois, avant qu'ils me mettent le bandeau, c'est la brume grise de la forêt enveloppant les arbres, et je me demande si je reverrai jamais cette brume et ces arbres. Mais si, je suis chanceux, même si peut-être la mort a plus de chance. Du bus, on nous a fait monter dans des wagons de marchandises. On sait que c'est un train à cause du coup de sifflet, et on nous a conduits au camp. Mon frère dans une maison, moi dans une autre. Beaucoup de corps entassés les uns sur les autres, un WC pour des centaines et tout le temps des cris, des gardes qui hurlent et des gens qu'on frappe, implorant jusqu'à n'avoir plus de souffle. Nos interrogateurs sont des gens que je connais d'avant la guerre. Les tortionnaires sont des gens que je connais d'avant la guerre. Une pensée triste m'est venue un jour. Si cette envie de torturer et de tuer était là depuis longtemps, même quand on était amis. Mon frère essaie de me pousser à en parler, mais je peux pas. Je lui dis que je sens rien, pas de douleur, pas de blessure, pas de vengeance, enfoui dans des limbes à moi. Il est empli de haine. Il voit que j'ai pas la haine et il peut pas me pardonner ça.
Il me dit d'essayer de me rappeler, ou au moins de l'imaginer, les cris, le garçon de notre village frappé sans connaissance, et Poutsim et Dazivim, laisse-moi vivre, qui passe et repasse à plein tube, et je lui dis que tout ce que je peux imaginer, c'est ma tête qui se brise à l'intérieur, et pas de place pour la mémoire. Il dit que je me rappelle sûrement le balayage, bout de corps, touffe de cheveux, t-shirt ensanglanté, et il est sur le point de me frapper parce que je ne me rappelle pas, et je dis « Me frappe pas, je suis pas prêt à me souvenir, et peut-être je le serai jamais. » Je suis sortie plus tôt que lui. Un soir, un garde qui était notre prof de langue à l'école m'a fait sortir et m'a conduit à la chaufferie. Il avait un couteau. Je crois qu'il va me tuer, mais il me donne le couteau et il dit « Va, va !» Peut-être il fait ça à cause du jour où on l'a vu tuer quelqu'un comme un porc. On a vu ça et on a vécu ça, et peut-être qu'il avait des remords de conscience ou qu'il était sous, mais n'importe comment il m'a laissé filer. Une femme qui habitait à côté et leur apportait leur grog m'a recueilli. Elle détestait les soldats. Les filles tout autour, ils les violaient régulièrement, mais elles n'en parlaient pas parce que les gardes les menaçaient. Si elles parlaient, des choses pires arriveraient. Ils brûleraient leur maison, massacreraient leurs parents. De là, j'ai fini par rejoindre un camp de la Croix-Rouge et, au bout de 17 mois, j'ai été libérée à condition que je ne retourne pas en Bosnie. Je crois que j'ai craqué dans un centre en Hollande. Je ris beaucoup et parle aux arbres. Mon frère n'est sorti que beaucoup plus tard et il a finalement été troqué dans un échange de prisonniers. Il est retourné où on habitait autrefois parce qu'il avait la clé. Il ne l'a jamais perdue. Il n'y a rien de notre maison, rien qu'une coque calcinée et les souches des arbres fruitiers dans un paysage noirci. Il dit que son cœur est aussi noirci, mais purifié par le retour. Il dit que se rappeler, c'est essentiel, qu'il ne faut rien oublier. Je dis le contraire. Lentement, péniblement, il commence à construire une nouvelle maison à l'emplacement de l'ancienne. C'est pour que je revienne. Il a aussi des ruches et des abeilles. Je rentre à la maison parce qu'il le veut. Le miel est épais, il a un goût de fleurs. Il dit qu'on marche dans la forêt pour se rebrancher. Il demande ce dont je me souviens, nuit après nuit, dans cette salle de folie. Je dis que je me rappelle la magie des rivières, surtout au printemps, au dégel, quand le torrent dévale la montagne. Et il est fou furieux contre moi. Il dit « J'ai pas de sentiments. Je me conduis comme si j'en avais rien à cirer. » Et j'ai dit qu'il suit des spectres. On ne peut pas se brancher. Il prend la clé qu'il porte autour du cou et ne cesse de dire « la clé », comme si ça devrait nous unir. Je lui dis que je veux être une bonne personne. Je veux pas haïr. Pardonnez-moi, mais vous voyez, je suis un homme de peu de mots. Il a soudain cessé de parler. Varia l'a remercié. Personne n'a ouvert la bouche. Puis ce fut le tour de Fidelma. Elle était déconcertée. Elle pensait raconter un rêve ou un cauchemar qui ferait une allusion oblique à son histoire. Mais aucun rêve, ni aucun cauchemar ne lui vint à l'idée. D'entendre le mot « Sarajevo » avait tout fait revenir. Il s'était matérialisé devant elle, exactement le même quand il remontait la grande rue, sa voix si posée et pesante, et cette dernière âpre réprimande, le matin où elle vit le graffiti, l'obscénité qui fut le prélude à tout ce qui allait suivre. Elle chercha les mots et commença d'une voix tendue qui manquait de naturel. Il pleut beaucoup en Irlande, d'où le cliché de l'île d'Émeraude, les champs verts et la mousse sur les murs et les pierres tombales. Beaucoup de choses ont changé en mieux, surtout en ville. À la campagne, il y a encore des tas de préjugés, et ils sont avides de scandales, comme si c'était du nectar. J'ai tout gâché pour mon mari, notre réputation.
en étant infidèle. Il s'est trouvé qu'un homme nouveau est venu parmi nous sous l'apparence d'un prophète, mais il avait fait des choses effroyables, avait ordonné et orchestré des milliers de morts dans son propre pays anéanti. J'ai le sentiment que, ayant été avec lui, je suis complice de ces choses effroyables. J'en éprouve une culpabilité contrefaite, si vous voulez. Et donc je suis accusée. Le dernier matin, je suis allée sur une butte à l'extérieur du couvent où on m'avait hébergée après ma chute. Et j'ai parlé au paysage lui-même, disant que je voulais purifier ma maison, mon âme, moi. Il y a un poème, un beau poème d'Emily Dickinson, qui dit « Elle vient, le paysage écoute, les ombres retiennent leur souffle, elle s'en va, on dirait la distance sur la face de la mort. » Subitement, elle s'arrêta, sachant que ce n'était pas véridique, trop peu concluant, trop élevé. Et comme il sortait en traînant les pieds, Maria lui fit un signe, l'air consterné.